Le fils du magnate coulait à pic, 3 mètres de profondeur, lèvres violacées, yeux clos, toute la famille, figée d'angoisse, autour de la piscine. Et alors, elle a plongé, la nouvelle employée, celle qui connaissait à peine la maison. Arrivée depuis à peine 5 jours, Sophie Dubois n'a même pas réfléchi. Son corps, instinctivement, savait ce qu'il fallait faire. Elle a plongé tout habillée, chaussures, vêtements, tout. Elle est descendue au fond avec une précision chirurgicale, a saisi le garçon exactement au point stratégique, l'a ramené à la surface avec des mouvements qui semblaient chorégraphiés, au bord de la piscine. Pendant que tout le monde était encore sous le choc, ses mains effectuaient déjà des compressions sur la poitrine de l'enfant. 30 compressions, 2 insufflations, la technique parfaite de réanimation cardio-pulmonaire. L'enfant a toussé, rejetant l'eau. Il a ouvert les yeux et elle s'est effondrée en larmes sur son corps mouillé, hurlant un nom qui a glacé le sang de tous. « Lucas! Lucas! Ne me quitte pas encore !» Antoine de Valois, le père, le magnate, est devenu livide parce que cela n'avait aucun sens. Sa nouvelle employée serrait son fils dans ses bras comme s'il était le sien, pleurait comme une mère qui a failli perdre son enfant, tremblant d'une façon qui n'était pas seulement due à la peur. Comment? Antoine avait du mal à parler. Comment saviez-vous faire cela? Sophie a regardé ses propres mains, des mains qui venaient d'exécuter un sauvetage parfait, des mains qu'elle ne reconnaissait pas. Je ne sais pas. Sa voix était brisée. Je n'ai jamais appris ça. Mon corps s'est souvenu, il y a 200 ans. Un homme s'est noyé en sauvant un enfant. Aujourd'hui, leurs corps se sont souvenus avant que leurs esprits ne comprennent. C'est l'histoire de 3 âmes qui ont promis de se retrouver à chaque vie et de la façon dont une piscine a révélé des secrets que le temps a tenté d'effacer. Si vous avez déjà senti que vous connaissiez quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou si vous avez déjà protégé une personne par un instinct que vous ne savez pas expliquer, laissez un commentaire maintenant. Parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous faire repenser tout ce que vous savez sur le destin et activer les notifications. Cette histoire a un rebondissement à la 35e minute que vous ne pouvez pas manquer. Laissez-moi vous expliquer qui sont ces personnes, parce que l'impossible de ce que vous venez de voir n'est pas seulement le sauvetage. C'est qui a sauvé qui? Antoine de Valois, 38 ans. Propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction de France, une demeure de 1200 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine, 6 voitures dans le garage, une équipe de 12 employés rien que pour entretenir la maison. Veuf depuis 2 ans, après que sa femme soit décédée dans un accident de voiture. Depuis lors, un protecteur obsessionnel de son fils unique, Lucas de Valois, 6 ans, un enfant calme, timide, traumatisé par la mort de sa mère. Suit une thérapie 3 fois par semaine, a peur de l'eau, mais est étrangement attiré par la piscine. Les psychologues disent que c'est une confrontation inconsciente à la peur. Antoine maintient la piscine couverte presque tout le temps. Et puis il y a elle, Sophie Dubois, 29 ans, femme de ménage, vit dans une chambre meublée à Belleville, de l'autre côté de la ville, mère célibataire d'un bébé de 6 mois. Prend 2 bus pour se rendre à la demeure des de Valois, dort 4 heures par nuit, travaille 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour envoyer de l'argent à sa mère malade à la campagne. La distance entre ces 2 mondes était de la taille de Paris, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a 200 ans, en 1820, ces mêmes mondes s'étaient déjà rencontrés, sauf que dans la direction inverse, c'était un mardi, 15 octobre. 14h43. Sophie était au 2e étage, changeant les draps de la chambre d'amis. C'était son 5e jour de travail. Elle connaissait à peine la maison, confondait encore où se trouvaient les choses, demandait encore la permission d'entrer dans les pièces. En bas, dans l'espace piscine, Antoine avait déverrouillé la couverture automatique parce que des ingénieurs devaient venir inspecter le système de filtration. Lucas jouait dans le salon d'à côté, sous la surveillance de la gouvernante Chloé, en théorie. Mais Chloé a répondu au téléphone.
est allé chercher un stylo dans la cuisine pour noter un message. 2 minutes, c'est tout. Lucas a vu la piscine ouverte par la fenêtre, ce bleu éclatant. Il y avait quelque chose dans cette eau qui l'appelait, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il est sorti par la porte vitrée, a marché jusqu'au bord, s'est penché pour regarder son reflet, et il est tombé. Le petit corps a coulé rapidement, l'eau était froide. Il a essayé de crier mais n'a fait qu'avaler de l'eau. Les bras ont battu, et puis se sont arrêtés. C'est Sophie, là au 2e étage, qui a entendu. Ce n'était pas un son, c'était une chose étrange, un serrement au cœur, une certitude soudaine et terrifiante que quelque chose n'allait pas, gravement mal, catastrophiquement mal. Elle a lâché les draps et a couru, ne savait même pas où, a juste couru, a descendu l'escalier en trébuchant, a traversé le couloir, est sortie par la porte vitrée et elle a vu un petit corps au fond de la piscine, immobile, coulant. Sophie n'a pas pensé, n'a pas hésité, n'a pas crié à l'aide. Elle a plongé, 3 mètres de profondeur. Elle est descendue en ligne droite, bras tendus, comme une plongeuse professionnelle, a pris le garçon sous les aisselles. Exactement comme les manuels de sauvetage l'enseignent, s'est propulsé du fond avec ses jambes, ramenant le corps de Lucas contre sa poitrine, est remonté, est arrivé au bord, a soulevé le garçon hors de l'eau avec une force qu'elle n'aurait pas dû avoir. Et alors, au bord de la piscine, encore trempé, ses doigts étaient déjà sur le cou du garçon, cherchant son pouls. Sa main était déjà sur son front, ouvrant les voies respiratoires. Son corps était déjà positionné pour l'angle correct de la RCP. 30 compressions thoraciques, 2 insufflations bouche à bouche, 30 compressions, 2 insufflations. Antoine est arrivé en courant, hurlant. Chloé est arrivée juste après. En panique, 2 agents de sécurité sont apparus. Tout le monde était paralysé, regardant cette nouvelle employée exécuter un sauvetage parfait. Lucas a toussé, a vomi de l'eau, a ouvert les yeux. Et Sophie s'est effondrée sur lui, en pleurant, en hurlant ce nom, serrant ce garçon dans ses bras comme s'il était le sien. Après l'arrivée de l'ambulance, après que les ambulanciers ont confirmé que Lucas était stable, après que tout le monde s'est calmé, Antoine a tiré Sophie dans un coin du salon. « Vous êtes nageuse ?» a-t-il demandé. « Maître nageuse, ambulancière ?»« Non, monsieur. » Sophie tremblait. « Je n'ai jamais suivi de cours de rien de tout ça. » « Alors, comment saviez-vous faire ça ?» Elle a regardé ses propres mains. Des mains qui venaient de sauver une vie. Des mains qui s'étaient déplacées seules. « Je ne sais pas, monsieur. Je vous jure, je l'ai vu au fond et mon corps s'est mis en mouvement. Comme s'il savait déjà. » Antoine allait demander autre chose. Mais alors, il a vu le visage de Sophie et il s'est figé. Parce qu'elle regardait la piscine avec une expression qui n'était pas de la peur. C'était de la terreur, une terreur ancienne, une terreur profonde. « Vous allez bien ?» a-t-il demandé. Sophie a dégluti. « J'ai déjà vu ça avant. »« Comment ça ?» demanda Sophie, la voix tremblante. « Cette scène, cette sensation, un enfant qui se noie, et moi qui plonge. » Elle secoua la tête, complètement déboussolée. « Mais c'est absurde. Je n'ai jamais vécu ça avant. Comment pourrais-je m'en souvenir ?» Antoine resta silencieux. Lui aussi ressentait quelque chose d'étrange. En voyant Sophie tenant Lucas, trempé, pleurant, serrant l'enfant contre elle, il avait eu un flash, un souvenir qui n'était pas le sien. Une femme, en larmes, serrant un enfant, mais pas dans une piscine, dans une rivière aux eaux boueuses, et un corps allongé à côté d'elle, un homme, noyé. Il cligna des yeux, et l'image s'évanouit. « Monsieur ?» Sophie le regardait, inquiète. « Vous êtes tout pâle ?»« Ça va, » mentit Antoine. « Vous pourriez rester avec Lucas aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il semble apaisé avec vous. » C'était vrai. Lucas, qui était si timide avec tout le monde, qui ne laissait personne le toucher depuis la mort de sa mère, était agrippé à la main de Sophie, la regardant comme s'il la connaissait depuis toujours. « Bien sûr, monsieur. » Sophie s'agenouilla devant le garçon. « Bonjour Lucas. Tout va bien maintenant ?»
Tu es en sécurité. Lucas ne lâcha pas sa main. Je te connais, dit-il à voix basse. Le cœur de Sophie fit un bond. Comment ça, mon chéri? Je te connais, du rêve. Tu me sauves toujours dans le rêve. Un frisson parcourut l'échine d'Antoine. Sophie sentit le monde tourner autour d'elle. Les 2 semaines suivantes, des événements étranges commencèrent à se produire. Premièrement, Lucas ne voulait plus que Sophie le quitte. Il pleurait quand elle partait à la fin de la journée. Il lui suppliait de rester. Antoine, inquiet de l'état psychologique de son fils, proposa à Sophie une chambre dans la maison. Salaire doublé, elle accepta. Elle avait besoin de l'argent et, étrangement, elle ne parvenait pas non plus à s'éloigner du garçon. Deuxièmement, Sophie commença à faire des rêves. Non, ce n'étaient pas des rêves, c'étaient des souvenirs. Elle voyait une rivière, une ville ancienne, des maisons à colombages, des rues pavées, et un homme en uniforme de soldat, un homme avec le visage d'Antoine. Elle se réveillait en sueur, en larmes, criant un nom. « Antoine! Antoine, reviens !» Mais l'Antoine qu'elle connaissait était son employeur. Elle lui parlait à peine. Comment pouvait-elle rêver de lui? Troisièmement, Antoine faisait lui aussi des rêves. Il voyait une femme, les cheveux longs, une robe blanche, pleurant au bord d'une rivière, tenant un enfant mouillé, et à côté d'elle, un corps, le sien, noyé. Il se réveillait essoufflé, comme s'il était sous l'eau. Quatrièmement, Lucas commença à dessiner. Des dessins étranges pour un enfant de 6 ans. Il dessinait une rivière, un pont, des soldats, et 3 personnes, une femme, un homme et un enfant. Il écrivait en dessous, avec son écriture maladroite, « Ma famille avant ». La psychologue de Lucas appela Antoine, inquiète. « Monsieur de Valois, votre fils parle d'une vie antérieure. C'est courant chez les enfants après un traumatisme. Mais les détails qu'il donne sont très précis. Il parle de Paris en 1789, de la Révolution, d'une noyade dans la Seine. Je pense que vous devriez envisager... Envisager quoi? » Antoine était impatient. Une thérapie de régression. Pour l'aider à traiter ces images, Antoine raccrocha. C'était absurde. Une vie antérieure, la réincarnation. Il était un homme d'affaires. Il ne croyait pas à ces choses. Mais il jeta un coup d'œil à sa propre poitrine dans le miroir. Et il vit la marque. Antoine avait toujours eu cette marque de naissance. Depuis sa naissance. C'était une tache foncée, sur le côté gauche de sa poitrine, juste au-dessus du poumon. Une forme étrange. Les médecins avaient dit que c'était une mélanose dermique bénigne. Rien de grave. Mais Antoine n'avait jamais vraiment fait attention à la forme. Jusqu'à ce matin, il se changeait après sa douche quand il s'arrêta devant le miroir. Et il regarda vraiment la marque. Pour la première fois en 40 ans, il vit vraiment, on aurait dit, de l'eau. Comme des vagues, comme de l'eau qui coule, ou comme des poumons remplis d'eau. Un frisson le parcourut, et il se souvint soudain de quelque chose. Le jour de l'accident, lorsque les ambulanciers examinaient Lucas, l'un d'eux avait remonté la chemise de Sophie pour vérifier si elle s'était blessée en tombant dans la piscine. Antoine avait vu, en un éclair, qu'elle avait aussi une marque sur la poitrine, du côté gauche, foncée. Se pourrait-il? Il descendit les escaliers. Sophie était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner de Lucas. « Sophie » l'appela-t-il. « Vous pourriez venir une seconde ?» Elle vint, essuyant ses mains sur son tablier. « Oui, monsieur. » Antoine hésita. Cela allait paraître complètement fou. « Vous avez une marque de naissance ?» Sophie fronça les sourcils. « Oui, j'en ai une. Sur la poitrine. Pourquoi ? Vous, ça vous dérange de me la montrer ?» Sophie rougit. « Monsieur, ce n'est rien de déplacé. » Antoine parlait trop vite. « C'est que j'ai aussi une marque et je me disais que... Laissez tomber. C'était une idiotie. » « Non. » Sophie le regardait d'une manière étrange. « Ce n'était pas une idiotie. Je pensais aussi à des choses étranges. » Elle ouvrit les 2 premiers boutons de son chemisier, écartant le tissu juste assez pour montrer la peau du côté gauche de sa poitrine. Là était la marque, foncée, de la taille d'une pièce de monnaie.
exactement au même endroit que celle d'Antoine. Exactement la même forme. De l'eau, des vagues, des poumons noyés. Antoine sentit ses jambes flancher. Il tira sur son propre t-shirt, montrant sa marque. Sophie écarquilla les yeux. Elle ne parvint pas à terminer sa phrase. Impossible, compléta Antoine. C'est impossible. Mais c'était là. Les deux marques, identiques, au même endroit, comme si elles avaient été brûlées sur les deux personnes par la même chose. Comme si c'étaient les cicatrices de quelque chose qui s'était passé il y a longtemps. D'une noyade. Si vous avez la chair de poule, laissez un commentaire disant « J'y crois », parce que ce qui va suivre va être encore plus inexplicable. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que certaines connexions ne peuvent pas être expliquées par la logique. C'est Lucas qui a rassemblé les pièces du puzzle. 3 jours après la découverte des marques, il dessinait de nouveau dans le salon. Sophie était à côté, pliant du linge. Antoine travaillait sur son ordinateur portable dans la même pièce, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Il n'arrêtait pas de regarder Sophie, Lucas, les deux ensemble. Il y avait quelque chose d'anormal. Non pas anormal, mais étrange, tellement familier. Comme si tous les trois avaient déjà été dans cette même configuration auparavant. Comme une famille. Voilà, dit Lucas, levant son dessin. J'ai fini. C'était un dessin plus élaboré que les autres. Il avait dessiné une rivière, une rive et 3 personnes. Une femme en longue robe, agenouillée, pleurant. Un enfant mouillé, tenu par elle. Et un homme allongé sur le sol, immobile, avec de l'eau sortant de sa bouche. Qui sont ces personnes, Lucas ? Demanda Antoine, essayant de garder sa voix calme. C'est nous, répondit Lucas comme si c'était évident. Toi, moi et Sophie. Mais quand est-ce que ça s'est passé ? Avant ? Lucas pointa du doigt l'homme sur le sol. Tu es mort ici. Tu m'as sauvé, mais tu es mort. Et Sophie était dévastée. Elle a juré qu'elle te retrouverait. Antoine sentit la pièce tourbillonner. Sophie lâcha les vêtements. Ses mains tremblaient. Lucas, elle s'agenouilla devant lui. Comment sais-tu ça ? Je me souviens. Lucas parla avec la simplicité effrayante des enfants. La nuit, je rêve, et je me souviens. Tu étais ma maman avant, et papa, c'était Antoine. Mais ce n'était pas papa, c'était un autre Antoine. C'était ton ami, et il a sauté dans le fleuve pour me sauver quand je suis tombé. Et que s'est-il passé ensuite ? Demanda Antoine. Sa voix était rauque. Il n'a pas pu sortir. L'eau était trop forte. Il s'est noyé. Tu l'as sorti de l'eau. Lucas regarda Sophie. Mais il était déjà mort. Tu as beaucoup pleuré. Tu as dit que tu allais le retrouver dans toutes les vies. Que tu allais nous protéger. Toujours. Silence. Sophie pleurait. Elle ne savait même pas pourquoi, mais les paroles de Lucas avaient ouvert quelque chose en elle, comme une porte qui était verrouillée depuis des siècles. Et soudain, elle se souvint, pas un flash, une inondation, un fleuve, des eaux brunes et agitées, une attaque, des tirs, elle courant avec un enfant dans les bras, un homme en uniforme criant « Sophie, cours !» L'enfant tombant dans l'eau, l'homme sautant derrière, le courant entraînant les deux, elle sautant. Aussi, réussissant à attraper l'enfant, voyant l'homme s'enfoncer, le tirant vers la berge. Trop tard, il était déjà mort, les yeux ouverts, la bouche pleine d'eau, elle criant, jurant « Je te retrouverai dans chaque vie, je le jure !» Sophie s'évanouit. Arrêtons-nous une seconde, parce que vous devez comprendre ce qui vient de se passer. 3 personnes, un magnate, une employée de maison et un enfant. 3 personnes qui, dans la logique du monde, ne devraient avoir aucun lien, à part un contrat de travail, mais ils en ont. Un sauvetage impossible, avec des techniques jamais apprises. 2, des marques de naissance identiques, au même endroit, avec la même forme. Des marques qui ressemblent à des cicatrices de noyade. 3, des rêves partagés sur un fleuve, une mort, une promesse. 4, un enfant qui dessine des souvenirs d'une vie qu'il ne devrait pas connaître. Coïncidence ? Peut-être.
Ou peut-être que certaines promesses sont trop fortes pour être effacées par le temps. Peut-être que certaines âmes se retrouvent vraiment. Et peut-être, seulement peut-être, que cette piscine n'était pas la première noyade que ces trois âmes avaient vécue ensemble. Sophie se réveilla sur le canapé du salon. Antoine était à côté, tenant un verre d'eau. Lucas était assis par terre, dessinant en silence. « Tu t'es évanoui », dit Antoine. « Ça fait 10 minutes. » Sophie s'assit. Lentement, sa tête lançait, mais ce n'était pas une douleur physique. C'était comme si quelqu'un avait ouvert un fichier dans son cerveau. Un fichier verrouillé depuis des siècles. « Je me suis souvenu, » murmura-t-elle. « J'ai tout vu. Qu'est-ce que tu as vu? Un fleuve? Paris? Mais une Paris ancienne, coloniale. Il y avait des soldats, des tirs. Je courais avec un enfant dans les bras, et il y avait un homme. » Elle regarda Antoine. « C'était toi, mais tu étais en uniforme, de garde ou soldat. » Antoine sentit l'air quitter ses poumons. Et que s'est-il passé? L'enfant est tombé dans le fleuve, pendant une attaque. Tu as sauté pour le sauver. Mais le courant, tu t'es noyé. J'ai réussi à sauver l'enfant. Mais toi, tu étais déjà mort quand je t'ai ramené sur la berge. Un silence pesant envahit la pièce. Lucas arrêta de dessiner et regarda les deux. C'était en 1793, dit-il. J'étais petit, 3 ans. Je m'appelais aussi Lucas. Ton nom était Sophie. Il pointa Sophie du doigt. Et toi, pointant son père, tu t'appelais Antoine aussi, Antoine de Valois, garde personnel de sa famille. Antoine passa sa main sur son visage. C'était de la folie. Mais comment 3 personnes pouvaient-elles avoir la même hallucination? Comment un enfant de 6 ans connaissait-il des détails historiques de 1793? Ça n'a pas de sens, dit-il, mais sa voix était faible. La réincarnation n'existe pas, c'est impossible. Alors comment expliques-tu les marques? Demanda Sophie. Comment expliques-tu que je connaisse des techniques de sauvetage que je n'ai jamais apprises? Comment expliques-tu que ton fils dessine des scènes d'une époque qu'il n'a jamais étudiée? Antoine n'avait pas de réponse. Sophie se leva, alla à la fenêtre, regarda la piscine dehors et eut une pensée qui la fit trembler. « Si c'est vrai, dit-elle lentement, si on a vraiment vécu avant, alors tu es mort à cause de moi. Tu es mort en sauvant mon fils. Et j'ai promis de te retrouver. » Elle se tourna pour regarder Antoine. « Et 2 siècles plus tard, j'ai sauté dans une piscine pour sauver ce même fils. Parce que mon corps s'est souvenu de la promesse. Avant que mon esprit ne comprenne, Antoine sentit quelque chose se briser en lui. Une résistance, un mur de scepticisme qu'il avait construit toute sa vie. Parce qu'elle avait raison. Il n'y avait pas d'autre explication. « Je dois savoir si c'est réel, » dit Antoine. « Je dois en être SR. » « Comment on fait ça ?» demanda Sophie. « Des recherches, des registres historiques. Si c'est vraiment arrivé en 1793, il doit y avoir des documents, des actes de décès, des registres d'attaques militaires. » Antoine était déjà en train de prendre son téléphone. « Je connais un historien, spécialiste de Paris à l'époque de la Révolution. Si quelqu'un peut confirmer ou infirmer ça, c'est lui. Et s'il confirme ?» Sophie avait peur de la réponse. « Alors, on acceptera l'impossible. » Le professeur Étienne Lambert, 65 ans, professeur retraité de la Sorbonne, spécialiste de l'histoire militaire française du XVIIIe siècle, auteur de 3 livres sur la Révolution. Antoine l'appela à Neuilly-sur-Seine le lendemain. « Monsieur de Valois. » Le professeur Lambert entra dans le bureau avec une chemise pleine de papier. « Vous m'avez demandé de faire des recherches sur des noms spécifiques dans les registres de 1793. Antoine de Valois, Sophie Dubois, Lucas Dubois. Et vous avez trouvé quelque chose ?» Antoine était tendu. L'historien ouvrit la chemise, sortit 3 documents anciens, des photocopies d'archives des archives nationales. « Oui », il posa le premier document sur la table. « Acte de décès. Antoine de Valois, 26 ans. Profession, garde nationale. Date de décès, 14 juillet 1793. Cause,
noyade dans la Seine lors d'un affrontement avec des royalistes. Sophie, qui était debout derrière Antoine, mit sa main sur sa bouche. Le professeur Lambert continua. Il posa le deuxième document. Déposition de témoins. Sophie Dubois, épouse d'un marchand, a rapporté que le garde national Antoine de Valois s'est noyé en tentant de secourir son fils Lucas, âgé de 3 ans, tombé dans le fleuve pendant l'attaque. Elle a réussi à sauver l'enfant, mais le garde est décédé sur place. Le monde s'arrêta. Antoine prit le document avec des mains tremblantes. Les mots étaient là, noir sur blanc, sur du papier vieux de plus de 2 siècles. Leur nom, la même. Histoire, exactement comme il s'en était souvenu. Ce n'est pas possible, murmura Antoine. Il y a plus. Le professeur Lambert posa le 3e document. Journal personnel d'Isabelle de Morales, conservé dans les archives de la famille Morales. Une entrée datée du 16 mars 1820, un jour après la mort. Il lut à voix haute. Antoine est parti. Il a sauté dans le fleuve pour sauver Lucas, sans hésiter. J'ai réussi à ramener Lucas à la vie. Mais, Antoine, je l'ai retrouvé sur la berge, déjà sans vie. Il est mort dans mes bras. J'ai fait une promesse devant son corps. Je te retrouverai, à chaque vie qui suivra. Et je protégerai ce garçon, toujours, jusqu'à la fin des temps. Silence absolu dans la bibliothèque. Sophie pleurait, pas de tristesse, de reconnaissance, parce que ces mots étaient sortis de sa bouche. 200 ans auparavant, Antoine était sans voix. Parce que c'était scientifiquement impossible, mais c'était documenté, prouvé, réel. Comment est-ce possible ? Demanda-t-il finalement à l'historien. Le docteur Ortega rassembla les papiers. Monsieur de Valois, je suis historien. Je traite des faits, et les faits disent que ces 3 personnes ont existé en 1820, et qu'elles sont mortes exactement comme vous l'avez décrit. Il fit une pause. Et si vous me demandez comment ces mêmes 3 personnes sont de nouveau en vie maintenant, 200 ans plus tard, avec les mêmes noms, je n'ai pas de réponse scientifique à cela. Mais vous croyez à la réincarnation ? Demanda Sophie. L'historien la regarda, puis il regarda Antoine. Ensuite Lucas, qui était entré dans la bibliothèque et écoutait tout. Je crois aux évidences, dit-il. Et les preuves suggèrent que quelque chose au-delà de notre compréhension se passe ici. Laissez un commentaire maintenant. Croyez-vous à la réincarnation ? Ou pensez-vous qu'il y a une explication scientifique que nous ne connaissons pas encore ? Parce que dans les prochaines minutes, ils vont faire une expérience qui va révéler des détails qu'aucun document historique n'aurait pu enregistrer. 3 jours après la confirmation historique, Antoine eut une idée. Si tu as vraiment vécu avant, dit-il à Sophie, si tu étais cette Isabelle, tu devrais savoir plus de choses. Des choses qui ne sont dans aucun document. Comme quoi, des détails. Où vous viviez, comment était la maison, les noms des gens, des lieux spécifiques de Neuilly-sur-Seine en 1820. Sophie hésita. Je ne sais pas si je peux me souvenir de ces choses. Essaie. Elle ferma les yeux, respira profondément et laissa les souvenirs venir. Il y avait une maison, commença-t-elle, grande, bourgeoise, dans la rue de Longchamp, numéro 12, 2 étages, porte en bois massif avec heurtoir en bronze, en forme de tête de lion. Antoine notait tout. Continue. La cour intérieure avait une fontaine, avec des poissons, des carpes koi, et il y avait un arbre, un marronnier, mon mari, non, le mari d'Isabelle. Il s'appelait. Elle fronça les sourcils, se concentrant. Ferdinand Dubois, marchand de soieries. Donne-moi plus de détails. La cuisine était à l'arrière. Il y avait une cuisinière à bois et une employée de maison qui s'appelait Chloé. Elle faisait des crêpes que Lucas adorait. Et il y avait un chien, petit, fauve et blanc. Il s'appelait Coco. Elle ouvrit les yeux. Je ne sais pas si ça aide. Ce n'est peut-être que de l'imagination. Nous allons découvrir... Antoine appelait déjà le docteur Ortega. 2 heures plus tard,
L'historien rappela. Monsieur de Valois, sa voix tremblait. J'ai vérifié. Rue de Longchamp, numéro 12. Il y avait en effet une propriété enregistrée au nom de Ferdinand Dubois en 1820, marchand de soieries, marié à Isabelle, un fils, Lucas. Et les autres détails? J'ai trouvé un inventaire de la propriété fait après la mort de Ferdinand en 1823. Il liste le contenu de la maison. Il y a une description de la porte principale, bois de chêne, heurtoir en bronze en forme de tête de lion. Et il y a un enregistrement d'une fontaine dans la cour, décrite comme ayant des poissons d'ornement. Antoine faillit lâcher le téléphone. Il est impossible qu'elle sache ça, continua le docteur Ortega. Ces documents n'ont jamais été numérisés. Ils sont dans des archives physiques, verrouillées. Je n'ai pu y accéder que parce que j'ai une autorisation spéciale. Comment a-t-elle décrit des détails qui n'existent que sur des papiers que personne ne lit depuis 100 ans? Antoine n'avait pas de réponse, parce qu'il n'y avait pas d'explication rationnelle. Sophie savait, parce qu'elle avait été là. Elle avait vécu dans cette maison, 200 ans auparavant. Cette nuit-là, Antoine ne parvint pas à dormir. Il erra dans la demeure, pensant, traitant l'impossible. Et puis, il se souvint de quelque chose. La maison où il vivait maintenant avait été construite sur un terrain ancien. L'avocat l'avait mentionné, lors de l'achat, qu'il s'agissait d'une ancienne propriété bourgeoise, démolie et reconstruite dans les années 1950, mais au sous-sol, il y avait un coffre-fort ancien, en pierre, construit à l'époque. Antoine ne l'avait jamais ouvert. Il ne savait même pas s'il fonctionnait. Il descendit au sous-sol à 3 heures du matin, trouva le coffre-fort derrière des caisses. La porte de fer était rouillée, mais elle n'était pas verrouillée. Il ouvrit, à l'intérieur. Il y avait des boîtes en bois, vieilles, couvertes de poussière. Antoine ouvrit la première. À l'intérieur, il y avait des papiers jaunis, des lettres, des documents, et une chose qui fit arrêter son cœur, un collier, en argent, avec un médaillon. Il ouvrit le médaillon. À l'intérieur, il y avait 2 portraits minuscules, peints à la main, un homme en uniforme militaire et une femme en robe blanche. Au verso du médaillon, une inscription en vieux français. Pour Antoine, qui a donné sa vie pour nous. Je te retrouverai dans chaque existence, Isabelle. Antoine sentit le monde tourner. Il remonta en courant, frappa à la porte de la chambre de Sophie. Elle ouvrit, effrayée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé ça. Antoine montra le collier. Sophie regarda et s'effondra sur le sol en pleurant. Je me souviens de ce collier. Je l'ai fait faire. Après sa mort, j'ai mis son portrait et le mien, et j'ai écrit la promesse. Elle prit le médaillon avec des mains tremblantes. Comment ce collier est-il ici, dans votre maison? Antoine respira profondément. Parce que cette demeure a été construite sur le terrain de l'ancienne propriété Dubois, rue de Longchamp, numéro 12. J'ai vérifié les documents de la propriété. Ce terrain était à vous. Il était à Isabelle, il y a 200 ans. Sophie regarda autour d'elle. Les murs, le sol. J'ai vécu ici, murmura-t-elle. C'était ma maison. Et maintenant je suis revenu, comme employé de maison, pour sauver le même fils et retrouver le même homme. Antoine s'assit à côté d'elle sur le sol du couloir. Sophie, je ne sais pas ce que nous allons faire avec ça. Nous acceptons. Elle le regarda vraiment, pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, sans la barrière du patron et de l'employé. Nous acceptons que certaines choses n'ont pas d'explication logique, que certaines promesses sont trop fortes pour être brisées, ni par la mort, ni par le temps. Antoine prit sa main et sentit, pour la première fois en 200 ans, qu'il était entier. Le lendemain matin, Lucas entra dans la chambre d'Antoine sans frapper. « Papa, tu te souviens maintenant ?» Antoine était allongé, tenant le collier ancien. Il regarda son fils. « Je me souviens de quoi, Antoine? De quand tu m'as sauvé, dans la Seine. J'ai des images, des rêves, mais je ne sais pas si ce sont de vrais souvenirs ou juste une suggestion. »
Lucas grimpa sur le lit, s'assit à côté de son père. Tu as sauté sans réfléchir. L'eau était glaciale. Tu m'as attrapé et tu as essayé de revenir, mais le courant était trop fort. Tu m'as poussé vers le bord. Je me suis sauvé, mais tu as été emporté. Antoine sentit les larmes lui monter aux yeux. Sophie t'a sorti de l'eau. Elle a essayé de te réanimer, mais c'était trop tard. Lucas prit la main de son père. Elle a promis qu'elle te retrouverait. Et elle a retrouvé. Elle m'a toujours protégé, dans toutes mes vies. Comment te souviens-tu de tout ça ? Demanda Antoine. Je ne sais pas, je me souviens. Quand j'étais petit, je pensais que c'était des rêves. Mais maintenant, je sais que non. Lucas regarda son collier. Et je sais autre chose. Quoi ? Qu'on est une famille, une vraie, peu importe le temps qui passe. Sophie n'est pas qu'une employée de maison. Elle a toujours été ma mère. Et tu as toujours été l'Antoine qu'il aimait. Antoine retint son souffle. Je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. Dans cette vie-là. Je sais. Lucas sourit. Mais elle le savait. Et cette fois, tu peux le dire. Antoine prit une décision. Si tout cela était réel et toutes les évidences pointaient dans cette direction, alors il n'allait pas gâcher cette seconde chance. Il appela Sophie dans le jardin cet après-midi-là. J'ai réfléchi, commença-t-il, à tout ce qu'on a découvert à 1820, à la promesse. Moi aussi, répondit Sophie, et je comprendrais que tu veuilles que je parte. C'est très étrange, trop perturbant à gérer. Non, Antoine lui prit la main. C'est le contraire. Je veux que tu restes, pas comme employé de maison, comme famille. Sophie écarquilla les yeux. Antoine, je sais que ça paraît fou. Je sais qu'on se connaît à peine dans cette vie. Mais Sophie, nos âmes se connaissent depuis des siècles. Et j'ai gaspillé une vie entière sans te dire ce que je ressentais. Je ne vais pas gâcher celle-ci. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Que je veux essayer, doucement, correctement. Mais je veux te connaître, l'Isabelle que tu étais, la Sophie que tu es. Et je veux que Lucas est la mère dont il se souvient, celle qu'il a toujours senti que tu étais. Sophie pleurait. Mais si on est fou, si tout ça n'est qu'une coïncidence dingue, alors on est fous ensemble ? Antoine sourit. Mais je ne crois pas qu'on le soit. Je crois que c'est réel, et je crois que ça mérite une chance. Sophie regarda la propriété de Neuilly-sur-Seine, Lucas, qui était à la fenêtre, lui faisant un signe de la main. Et elle sentit, finalement, qu'elle était chez elle. « Il y a une chose que je dois faire d'abord, » dit Antoine, « pour être absolument sûr, pour n'avoir aucun doute. » Quoi ? Une régression hypnotique, tous les deux ensemble. Si nos souvenirs coïncident dans des détails qu'aucun de nous ne pourrait connaître, alors il n'y aura plus de doute. Quand ? Demain. J'ai déjà pris rendez-vous avec une thérapeute spécialisée, Dr Martine Ségur, 46 ans, psychothérapeute spécialisée en thérapie de régression, 20 ans d'expérience, cabinet discret dans le 16e arrondissement. Antoine et Sophie arrivèrent ensemble le lendemain matin. « Vous comprenez comment ça marche ?» demanda le docteur Ségur, s'asseyant en face d'eux. « L'hypnose n'est pas de la magie. Ce n'est pas du contrôle mental. C'est juste un état de conscience modifié où des souvenirs profonds peuvent remonter à la surface. »« Des souvenirs de cette vie ?» demanda Antoine. « Normalement, oui, mais il y a des cas rares où des personnes accèdent à des souvenirs qui ne semblent pas appartenir à cette incarnation actuelle. » Elle fit une pause. « Vous croyez à la réincarnation ? » ?»« Je n'y croyais pas, » dit Sophie, « jusqu'à il y a 3 semaines. » Le docteur Ségur acquiesça. « Ce que vous me demandez, c'est une régression simultanée. 2 personnes en même temps accédant au même souvenir. C'est extrêmement rare. Je n'ai été témoin de ça qu'une seule fois en 20 ans de carrière. Vous pensez que c'est possible ? Demanda Antoine. Si vous partagez vraiment une connexion profonde, un souvenir traumatique qui a marqué les 2 âmes, alors oui, c'est possible. Elle prépara la pièce. 2 fauteuils inclinables, côte à côte, lumière tamisée, musique douce en fond sonore. Je vais vous guider tous les 2 ensemble, expliqua-t-elle. Je vais vous amener à un état de relaxation profonde.
Et ensuite, je vais vous demander de revenir à un moment spécifique, le jour de la noyade. Si vous avez réellement vécu ça ensemble, vos esprits vont se synchroniser. Vous allez voir la même scène, ressentir les mêmes émotions. Et si ça ne marche pas, Sophie était nerveuse. Alors, on acceptera que c'est peut-être juste une coïncidence élaborée. Le docteur Ségur sourit gentiment. Mais quelque chose me dit que ce ne sera pas le cas. Vous êtes prêts? Antoine prit la main de Sophie. Prêt? La voix du docteur Ségur était douce, hypnotique. Respirez profondément. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Sentez vos corps se relaxer, vos muscles se détendre, vos esprits s'apaiser. Antoine sentit ses paupières devenir lourdes. À côté de lui, Sophie avait déjà les yeux fermés. Maintenant, je veux que vous remontiez le temps, lentement, en traversant les années. 2024, 2023, 2020, 2010, 2000. Continuez de reculer, 1990, 1980, 1970. La voix de la thérapeute s'éloignait. Plus loin, au-delà de cette vie, au-delà de ce corps, revenez jusqu'en 1820, Paris, la Seine. Vous y êtes. Sentez, voyez, souvenez-vous. Antoine sentit quelque chose d'étrange, comme s'il tombait, tombant à travers le temps. Et alors, il n'était plus dans le cabinet. Antoine ouvrit les yeux, mais ce n'était plus ses yeux, c'était le corps d'une autre personne. Il portait un uniforme lourd, de soldat. L'année était 1820, il le savait sans avoir besoin de demander. Il courait, le long des quais de la Seine. Il y avait des coups de feu, des cris, une manifestation. Les royalistes contre les bonapartistes. Et alors il vit une femme courant avec un enfant dans les bras, Isabelle. Il la connaissait. Il était le garde du corps de sa famille. Il la protégeait, elle et son fils. « Isabelle, courez !» cria-t-il. Mais l'enfant était effrayé, se débattait, et soudain, l'enfant glissa de ses bras, tomba dans la Seine. Antoine ne réfléchit pas. Sautait. L'eau était glacée, sale. Le courant était fort, très fort. Il vit l'enfant couler, nada jusqu'à lui. Réussit à l'attraper, le poussa vers le bord, vers la rive, là où Isabelle pouvait l'atteindre. Mais le courant l'emporta. Il essaya de nager, essaya de lutter, mais l'uniforme était lourd. Les bottes étaient de pleine d'eau. Il coulait, et alors il sentit ses poumons se remplir d'eau, la brûlure, le désespoir, l'obscurité arrivait. La dernière chose qu'il vit fut le visage d'Isabelle, hurlant, sautant dans l'eau derrière lui. Sophie vivait le même souvenir. Mais de son point de vue, elle était Isabelle, courant avec Lucas dans ses bras, terrifiée, les coups de feu, le chaos, l'enfant tombant, Antoine sautant. Elle le vit sauver Lucas, pousser le garçon vers le bord. Elle tira Lucas vers le bord, sain et sauf, vivant. Mais alors, elle vit Antoine, emporté par le courant. « Non, Antoine, reviens, reviens !» Elle sauta à l'eau, nagea vers lui, réussit à l'attraper, le tira vers le bord, mais il ne respirait plus. Elle le retourna, lui comprima la poitrine, tenta d'expulser l'eau, souffla dans ses lèvres, rien. Il était mort, les yeux ouverts, la bouche pleine d'eau. Elle s'effondra sur son corps, en pleurs, le serrant contre elle, et fit une promesse. « Je te retrouverai, dans chaque vie. Je le jure, Antoine. Je te retrouverai. » Dans son cabinet, le docteur Salazar avait les yeux grands ouverts, parce qu'Antoine et Sophie parlaient en même temps dans un état de transe profonde. Antoine, d'une voix différente, plus jeune. « L'eau est froide, je n'arrive pas à respirer. Sophie, occupe-toi de lui. » Sophie, en pleurs, toujours les yeux fermés. « Non, Antoine, reviens, ne me quitte pas. » Les deux, en synchronisation parfaite, revivant le même souvenir, au même moment, avec des dialogues qui se complétaient. Le docteur Salazar enregistrait tout, ses doigts tremblaient. « Antoine coule, » murmura Antoine. « Tellement froid, tellement sombre. »« Je vais te sauver, » hurla Sophie, toujours en transe. « Je vais te sortir de l'eau. Trop tard. C'est fini. Non, respire, s'il te plaît. Respire. »
Silence. Et alors, Sophie, pleurant profondément, murmura les mots que le docteur Salazar n'oublierait jamais. « Je te promets, je te retrouverai, dans toutes les vies. Je te protège, je le protège, toujours, pour toujours. Si vous pleurez maintenant, vous n'êtes pas seul. Laissez un cœur dans les commentaires, parce que cette histoire est loin d'être terminée. » Le docteur Salazar eut besoin de 10 minutes pour ramener les deux à la réalité. Quand Antoine ouvrit les yeux, il pleurait, des larmes coulant sur son visage. Il n'arrivait pas à parler. Sophie se réveilla en criant, un cri de douleur profonde, de perte, de deuil, qui avait 200 ans, mais semblait tout frais. « Il est mort », sanglota-t-elle. « Il est mort, et je n'ai pas réussi à le sauver. Sophie. » Antoine se leva de son fauteuil, s'agenouilla devant elle. « Je suis là, je suis vivant. Cette fois, je suis vivant. » Elle le regarda, le vit vraiment, et s'effondra dans ses bras. Les deux restèrent ainsi, enlacés, en pleurs, processant 200 ans de séparation et de retrouvailles. Le docteur Salazar était pâle. Elle avait tout entendu, tout enregistré. « En 20 ans, dit-elle, la voix tremblante. Je n'ai jamais vu ça. Vous deux avez expérimenté le même souvenir, au même moment, avec des dialogues qui se complétaient, avec des émotions synchronisées. » Elle fit une pause. « Je ne sais pas expliquer ça scientifiquement, mais vous avez partagé quelque chose de réel, quelque chose qui transcende cette vie. Vous croyez maintenant ?» demanda Sophie. « En la réincarnation ?» Le docteur Salazar regarda l'enregistrement sur son téléphone. « Je crois en vous. » Les jours suivants furent intenses. Antoine et Sophie avaient accédé à des mémoires complètes. Ce n'étaient plus des flashs, c'était des vies entières. Sophie se souvenait de tout. Comment c'était d'être Isabella, le mariage arrangé avec Fernand, la naissance de Lucas, l'amitié avec Antoine de Valois, le garde, jeune et dévoué, le jour de l'attaque, la mort d'Antoine, le deuil. Les années suivantes, élevant Lucas seul, après que Fernand soit mort de la fièvre jaune, portant la promesse jusqu'au jour de sa propre mort, en 1851. Antoine se souvenait de tout aussi, être un soldat pauvre, fils d'immigrés, sans famille, travailler pour la famille Dubois, tomber amoureux, en silence, d'Isabella, sachant qu'elle était mariée, qu'il ne pourrait jamais la voir, la protéger quand même, mourir pour elle, heureux, parce qu'il avait sauvé son fils. « Je t'aimais », dit Antoine un soir, les deux assis dans le jardin. « Dans cette vie, je ne te l'ai jamais dit, mais je t'aimais. »« Je le savais », répondit Sophie. « Et je t'aimais aussi, mais j'étais mariée. C'était impossible. Cette fois, ce n'est pas le cas. » Sophie le regarda. « Cette fois, nous ne sommes pas les mêmes personnes. Je suis Sophie, femme de ménage, mère célibataire, pauvre. Et tu es Antoine, magnate, veuf, d'un monde complètement différent. Tu penses que ça importe ?» Antoine prit sa main. « Après tout ce que nous avons découvert, tu penses que l'argent, la classe sociale, toutes ces choses superficielles importent quand nos âmes ont promis de se retrouver à travers les siècles? Mais la société n'a pas vécu ce que nous avons vécu. La société ne sait pas que je suis mort dans tes bras en 1820, que tu as promis de me retrouver, que 200 ans plus tard, tu as sauté dans une piscine pour sauver mon fils. Parce que ton corps s'est souvenu de la promesse, avant que ton esprit ne comprenne, il se rapprocha. « Sophie, je n'ai pas gaspillé une vie entière, juste pour gaspiller celle-ci aussi. Je te veux, je veux nous, je veux cette famille, que nous avons toujours été destinés à être. » Sophie sentait les larmes couler. « Je le veux aussi, » murmura-t-elle. Antoine l'embrassa, doucement, comme il aurait dû le faire 200 ans auparavant, comme il pouvait enfin le faire maintenant. Mais il manquait encore quelque chose. 3 nuits après la séance d'hypnose, Sophie se réveilla en criant. Antoine courut dans sa chambre. Elle était assise sur le lit, transpirant, tremblante, mais ses yeux brillaient. « Je me souviens,
cria-t-elle. Je me souviens de tout. De quoi? Ce n'est pas seulement 1820. Elle parlait vite. Ce sont d'autres vies. Je vois d'autres. Avant 1820. Après 1820. Antoine s'assit sur le lit. Qu'est-ce que tu vois? Italie, 1650. J'étais paysanne. Tu étais soldat. Tu es mort en défendant le village. J'ai promis de te retrouver. Elle respira profondément. France, 1204. J'étais... Je ne connais pas le nom. Mais tu étais là. Tu es mort dans une bataille. J'ai promis de nouveau. Encore des respirations. Et avant ça, bien avant, je ne sais pas où, mais toujours la même chose. Tu meurs en protégeant quelqu'un. Et je promets de te retrouver. Et on se retrouve encore et encore et encore. Antoine sentit un frisson. Combien de vies? Je ne sais pas. Beaucoup. Peut-être des dizaines. Peut-être des centaines. Sophie le regarda avec une intensité absolue. Antoine, nous ne sommes pas seulement de 1820. Nous sommes de toujours. Nos âmes sont connectées à travers les millénaires. Et Lucas, lui aussi. Parfois il est mon fils. Parfois il est mon frère. Parfois il est une autre personne. Mais il est toujours là. Les trois, toujours ensemble. Toujours en train de se retrouver. Antoine ne savait pas s'il devait être émerveillé ou terrifié. Alors, la piscine, c'était juste la dernière fois. La dernière dans un cycle de milliers d'années. Sophie prit son visage dans ses mains. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, tu n'es pas mort. Cette fois, Lucas a été sauvé et tu as survécu. Cette fois, on peut rester ensemble. Enfin, que se passe-t-il quand trois personnes découvrent qu'elles sont une famille à travers le temps? Ils arrêtent de faire semblant. Lucas changea officiellement de chambre. Il passa à dormir dans la chambre à côté de celle de Sophie, parce qu'il se souvenait d'elle comme sa mère, et ne pouvait plus faire semblant qu'elle était juste une employée. Sophie arrêta de porter l'uniforme. Antoine insista. Elle n'était pas une employée, elle était de la famille. Les trois ont commencé à dîner ensemble, tous les soirs, comme une vraie famille. Françoise, la gouvernante de longue date, remarqua le changement. Elle prit Antoine à part, dans un coin. « Monsieur de Valois, avec tout le respect que je vous dois, que se passe-t-il ici ?» Antoine sourit. « Quelque chose d'impossible, Françoise. Quelque chose que vous ne croiriez pas si je vous le racontais. Essayez. » Alors Antoine raconta toutes les marques, les rêves, les documents historiques, l'hypnose, la promesse de 1820. Françoise écouta tout en silence. Quand il eut terminé, elle soupira. « Je travaille dans cette maison depuis 20 ans, dit-elle. J'ai vu Madame de Valois, votre épouse, mourir. Je vous ai vu devenir vide. J'ai vu Lucas se morfondre de tristesse. Et puis Sophie est arrivée. Et pour la première fois en 2 ans, j'ai vu Lucas sourire. Je vous ai vu revivre. » Elle fit une pause. « Je ne sais pas si je crois à la réincarnation, Monsieur de Valois, mais je crois à l'amour. Et je vois de l'amour dans cette maison à nouveau. Enfin !» Antoine la serra dans ses bras. « Merci, Françoise. Juste une chose, dit-elle en souriant. Quand vous vous marierez, et vous allez vous marier, ça je le sais, invitez-moi au mariage. » Antoine rit. Première sur la liste. Mais il restait encore une dernière pièce du puzzle. Le professeur Lemaire, l'historien, appela une semaine plus tard « Monsieur de Valois, j'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. » « Quoi? Je ne peux pas en parler au téléphone. Venez aux archives nationales. Amenez Sophie, vous devez voir ça de vos propres yeux. » Antoine et Sophie se rendirent aux archives nationales le lendemain. Le professeur Lemaire les attendait dans une salle fermée, entourée de documents anciens protégés par des gants et du plastique. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda Antoine. L'historien plaça un document sur la table. Antique, jauni, une écriture manuscrite à l'encre datant de 200 ans. « Ceci, dit-il, est l'acte de décès officiel d'Antoine de Valois, 15 mars 1820. Antoine et Sophie connaissaient déjà ce document. Ils l'avaient déjà vu. Mais il y a plus. » Le professeur Lemaire tourna la page. « J'ai trouvé quelque chose d'annexé,
Un document qui était archivé séparément, mais qui fait référence au même événement. Il plaça le deuxième papier sur la table. C'était une pétition, écrite à la main, datée du 20 mars 1820. Antoine lut à voix haute. « Moi, Isabelle Dubois, veuve de Ferdinand Dubois, mère de Lucas Dubois, vient par la présente solliciter que le corps du soldat Antoine de Valois soit enterré dans le caveau de la famille Dubois, à côté de la tombe de mon défunt époux. » Il continua. « Antoine de Valois a donné sa vie pour sauver mon fils des eaux de la Seine lors de l'attaque du 15 mars. Sans sa bravoure et son sacrifice, mon fils serait mort. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude éternelle. Il n'avait pas de famille propre, alors je demande qu'il soit considéré comme faisant partie de la nôtre. » Sophie avait les larmes aux yeux. « Et ici, le professeur Lemaire pointa la signature à la fin. Il y a 3 noms listés comme famille du défunt. » Antoine lut « Isabelle Dubois, Lucas Dubois, et par extension, Antoine de Valois. » Silence. « Vous comprenez ce que cela signifie ?» demanda le professeur Lemaire. « Elle l'a officiellement déclaré comme faisant partie de la famille, il y a 200 ans, même s'il n'était qu'un garde. Elle le considérait comme sa famille. »« Parce qu'il l'était, » murmura Sophie. « Il l'a toujours été. » Le professeur Lemaire prit un 3e document. « Et il y a ça. » Il le plaça sur la table. « Testament d'Isabelle Dubois, écrit en 1850, 1 an avant sa mort. » Antoine lut « Je laisse à mon fils Lucas tous mes biens et propriétés, avec une seule condition, qu'il maintienne vive la mémoire d'Antoine de Valois, l'homme qui nous a sauvés, et qu'il croie, comme je le crois, que les âmes véritables se rencontrent plus d'une fois, que l'amour transcende la mort, que les promesses peuvent traverser les siècles. » Sophie s'effondra sur la chaise, en pleurant, parce que c'était là la preuve finale. Non seulement qu'ils avaient existé en 1820, mais que la promesse avait été réelle, documentée, préservée à travers 200 ans. Antoine prit tous les documents, regarda Sophie. « Nous étions déjà une famille, dit-il. En 1820, officiellement, documenté, Isabelle t'a déclaré membre de la famille. Même en étant juste un garde. » Il lui prit la main. « Et maintenant, 200 ans plus tard, nous le sommes à nouveau. Seulement que cette fois, je ne vais pas mourir. Cette fois, nous restons ensemble. » Sophie regarda les documents. Les mots écrits par sa version passée, la promesse qu'elle avait faite et tenue. « Nous avons vraiment traversé 200 ans, » murmura-t-elle. « Juste pour se retrouver. Ça en valait la peine ?» demanda Antoine. Sophie sourit à travers ses larmes. Chaque seconde. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire que le véritable amour ne meurt jamais, que les promesses peuvent survivre au temps, que certaines âmes ont été faites pour se rencontrer, peu importe le nombre de vies nécessaires. Mais 2 jours plus tard, Sophie était en train de faire ses valises. Antoine la trouva dans la chambre, rangeant des vêtements dans une vieille valise. « Qu'est-ce que tu fais ? »« Je dois partir, » dit-elle sans le regarder. « Partir ? Où ça ? M'en aller, quitter cette maison, cette situation. » Antoine sentit le monde tourner. « Pourquoi ?» Sophie finit par le regarder, et il vit de la douleur dans ses yeux. Une douleur ancienne. « Parce que je n'en peux plus, » dit-elle. « Je me souviens de tout maintenant. Antoine, toutes les vies, toutes les façons dont tu es mort, toutes les fois où je t'ai perdu. » Elle essuya ses larmes. « J'ai passé des siècles à te chercher, à toujours te trouver, à toujours te perdre à nouveau. Et maintenant que je t'ai enfin trouvé vivant, j'ai peur. Peur de quoi ? Que tu meures à nouveau, que le schéma se répète, que je te perde une fois de plus et que je doive passer encore 200 ans seul à porter cette douleur. » Antoine s'approcha, lui prit le visage entre ses mains. « Sophie, regarde-moi. » Elle regarda. « Je ne vais pas mourir. Pas cette fois. Le schéma est déjà brisé. Lucas a failli mourir, mais il a été sauvé. Je n'ai pas sauté dans l'eau. C'est toi qui as sauté. Et tout le monde a survécu. Pour la première fois en des milliers d'années. L'histoire s'est terminée différemment. Mais et si ? Il n'y a pas de « et si », interrompit Antoine. Nous avons vécu 1000 vies séparées. Ne gâchons pas celle-ci ensemble à cause de la peur.
Tu as promis de me retrouver. Tu as tenu ta promesse. Et maintenant, je te promets que je ne te quitterai pas dans cette vie. » Sophie tremblait, voulant croire, ayant peur de croire. « Je ne sais pas si je peux. » Et alors, ils entendirent un cri. « Sophie, ne t'en vas pas !» Lucas était sur le pas de la porte, les larmes coulant sur son visage. Il courut et serra les jambes de Sophie. « S'il te plaît, ne t'en vas pas !» sanglota-t-il. « Tu t'en vas toujours, dans toutes les vies. Tu me sauves, et après tu t'en vas et je reste seul à nouveau. S'il te plaît, cette fois reste, s'il te plaît. » Sophie s'effondra sur le sol, serra Lucas dans ses bras, pleura avec lui. « Toutes les vies, » répétait Lucas. « Tu me sauves, et après tu t'en vas. Cette fois, reste. Cette fois, reste. » Sophie contempla le garçon, Antoine, la famille qu'elle a traquée à travers les siècles. Et enfin, elle comprit. Elle n'a pas passé 200 ans à chercher Antoine juste pour le retrouver. Elle a passé 200 ans à apprendre à ne plus avoir peur de rester. « Je reste », murmura-t-elle. « Cette fois, je reste. » 3 mois plus tard, la demeure avait changé. Elle ne ressemblait plus à la maison froide et vide d'un homme veuf. Elle ressemblait à un foyer. Sophie n'était plus employée de maison. Elle était fiancée. Antoine l'avait demandée en mariage le mois précédent. Une demande simple dans le jardin avec Lucas tenant la bague. « J'ai déjà gâché une vie sans te dire que je t'aimais », avait dit Antoine. « Je ne vais pas gâcher celle-ci non plus. Épouse-moi, officiellement, pour toujours. » Sophie avait dit oui. Bien sûr qu'elle avait dit oui. Lucas était différent, lui aussi. Plus heureux, plus léger. Il avait cessé de faire des cauchemars, cessé de dessiner des scènes de noyade. Maintenant, il dessinait la famille. Les 3 ensemble, souriant. « Papa, avait-il dit un soir, je n'ai plus peur de l'eau. Non, non, parce que maintenant je sais, si je tombe, vous me sauvez. Toujours, dans toutes les vies. » Et puis, le jour arriva. Antoine, Sophie et Lucas étaient au bord de la piscine, cette même piscine où tout avait commencé, où l'impossible s'était révélé, où 200 ans de séparation avaient finalement pris fin. « Tu es sûr ?» demanda Antoine à Lucas. « Oui. » Le garçon portait des brassards. Souriant, « Je veux apprendre à nager. Avec vous deux. » Sophie entra dans l'eau en premier, puis Antoine, puis Lucas, tenant la main des deux. L'eau était tiède, calme. Rien à voir avec la rivière glacée de 1820. Rien à voir avec la piscine froide du jour de l'accident. « Tu es prêt ?» demanda Sophie. Lucas acquiesça. Ils commencèrent, lentement, enseignant à Lucas à flotter, à bouger les bras, à ne pas avoir peur. Et tandis qu'il faisait cela, quelque chose de magique se produisit. Les 3 âmes qui s'étaient rencontrées et perdues à travers 1000 vies étaient finalement ensemble, dans l'eau, sans peur, sans tragédie, sans mort, seulement l'amour, seulement la famille, seulement la rédemption. « J'ai réussi !» cria Lucas, nageant seul sur 2 mètres. Antoine et Sophie applaudirent, riant, pleurant, s'étreignant. Et à ce moment, la promesse d'Isabella de Morales, faite en 1820 au bord d'une rivière, fut finalement tenue. Elle avait retrouvé Antoine, non seulement dans cette vie, mais à travers toutes les vies. Et cette fois, personne ne mourut. Cette fois, tous restèrent. Cette fois, finalement, la fin heureuse. Antoine serra Sophie dans ses bras, tandis que Lucas jouait dans l'eau. « Tu crois qu'on va se retrouver de nouveau ?» demanda-t-elle. « Dans la prochaine vie ?» Sans aucun doute, répondit Antoine. Mais cette fois, on n'aura pas besoin de 200 ans. Parce que cette fois, on a appris que certaines âmes n'ont pas besoin de mourir pour se retrouver. Elles ont juste besoin de choisir de rester. Sophie l'embrassa doucement, comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant, comme elle le ferait 1000 fois encore. Alors on reste, et les 3 restèrent, dans la piscine, dans la maison. Dans la vie, une famille reconstruite à travers le temps, une promesse tenue à travers les siècles, un amour que même la mort n'a pas réussi à effacer. Certaines personnes diront que cette histoire est impossible, que la réincarnation n'existe pas,
que ce n'était qu'une coïncidence élaborée, et peut-être que c'est le cas. Mais peut-être, juste peut-être, certaines connexions sont trop fortes pour être expliquées par la science. Certaines promesses sont trop profondes pour être effacées par le temps. Certaines âmes sont trop destinées pour se perdre à jamais. Si vous croyez en cela, laissez un commentaire disant « Certaines âmes ne se perdent jamais ». Si vous avez déjà senti que vous connaissiez quelqu'un d'une autre vie, partagez cette vidéo. Et si vous cherchez quelqu'un à travers le temps, continuez à chercher. Parce que si Antoine et Sophie se sont retrouvés après 200 ans, vous aussi, vous trouverez celui que vous cherchez. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous faites partie de ce voyage avec nous. Activez la cloche. Laissez un j'aime. Commentez votre histoire. Et croyez-le, certaines promesses traversent les vies. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo, où une autre âme va découvrir que l'impossible est seulement ce qui n'a pas encore été prouvé. D'ici là, rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. Certaines personnes vous cherchent à travers le temps. Vous avez juste besoin de les laisser vous trouver.